Et salut à tous, c'est Babadébo, on se retrouve pour ce 11e tuto où on va parler un petit peu des bases de l'IA de nos ennemis. Alors quand je dis IA, c'est un bien grand mot, hein, parce qu'on va faire quelque chose de très très simple. Mais bon, comme le concept d'intelligence artificielle, donc IA c'est pour intelligence artificielle, comme le concept d'intelligence artificielle c'est assez flou et qu'en fait, que donc la limite entre ce qu'est un algorithme et ce qu'est une intelligence artificielle, c'est assez flou. On va parler ici d'IA, même si bon, voilà, on monte un peu sur nos grands chevaux, on va dire. C'est une IA vraiment très très basique, quoi. Donc l'idée c'est juste de faire en sorte qu'on ait un ennemi qui ait une zone de détection dans laquelle il va nous chercher et à partir du moment où il nous trouve, il nous poursuit. Et si on est suffisamment près de lui, il cherche à nous attaquer. Donc en gros l'idée c'est ça. Le personnage, s'il nous voit pas, il se balade un peu au hasard. S'il nous voit, il nous suit. Et si on est suffisamment près, il nous attaque. Et il se trouve que faire ce genre de comportement, faire ce genre d'intelligence artificielle, d'IA, c'est ce qu'on appelle en fait un behavior tree, donc un arbre de comportement. Et en fait le behavior tree c'est le même principe que les machines à état, les state machines qu'on a vu plus tôt dans ce tuto dont on se sert pas mal. Mais pour pouvoir pousser ce principe un peu plus loin, il va falloir qu'on utilise une implémentation un peu plus poussée de la state machine, donc de la machine à état. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite en priorité, comment on peut faire une implémentation un peu plus poussée de la state machine, qui va nous permettre ensuite de faire ces fameux behavior trees, donc ces arbres de comportement. Et en plus, on va pouvoir réutiliser cette implémentation avancée de la machine à état dans d'autres contextes, donc par exemple pour les coffres et pour les pots, etc. Et ça va rendre notre code déjà plus lisible, mais en plus plus réutilisable, et on va pouvoir automatiser certaines choses et tout. Donc ça va vraiment être vraiment chouette. Donc le premier truc qu'on va faire avant de rentrer un petit peu dans le vif du sujet du comportement des ennemis, c'est donc faire une meilleure implémentation de la state machine. Donc accrochez-vous bien, c'est parti. Alors l'idée est la suivante. C'était que jusqu'ici, pour faire une machine à état comme on a fait, on a utilisé une enum. Donc une enum, je remonte, hein, là on est dans le script actor. Une enum c'est ça, donc on a une énumération avec différentes valeurs. Et chaque valeur, on leur donne un nom. Voilà, idle, move, attack, etc. Et c'est l'implémentation qu'on a utilisée dans le coffre, dans les pots, dans le personnage, etc., etc. Mais on peut faire une implémentation un peu plus avancée, où en gros, plutôt que d'utiliser une enum, notre state machine, ça va être un nœud. Donc par exemple, on va se mettre dans la scène actor, et on va ajouter un nœud enfant. On va lui donner juste un nœud de base. Et ce nœud, on va l'appeler state machine. Donc state machine pour machine à état, hein. C'est le nom du design pattern, state machine. Des fois on l'appelle aussi finite state machine, ou alors on utilise l'acronyme FSM pour finite state machine. Donc voilà, si vous voyez finite state machine ou FSM, ça se réfère à la même chose, les state machines. Ok, donc ce nœud state machine, on va lui attacher un nœud. Et là, on va le faire hériter de nœud et on va le mettre dans... Donc on va créer un nœud state machine.gd et on va le mettre ailleurs, on va se mettre... Là, par exemple, un dossier. Donc, dans la racine, on va se mettre un dossier state machine. Voilà. Et là, je vais mettre state machine.gd. Donc, je crée mon script. Très bien. Donc, alors, quel est le principe de ma state machine implémentée comme ça? Donc, on va avoir notre state machine elle-même qui va s'occuper de gérer des états. Donc, il va y en avoir autant qu'on veut. On va avoir le nom qu'on veut. Et c'est ça l'avantage de cette implémentation-là, c'est que plutôt que d'utiliser une enum avec tous les noms d'états possibles, on va utiliser des nœuds, en fait. Chaque nœud va représenter un état. Donc, par exemple, là, je vais juste vous montrer comment ça se passerait. Donc par exemple, on va ajouter un nœud qui va s'appeler idle et je vais le dupliquer plusieurs fois. On va faire dupliquer. Voilà, et donc on va avoir un nœud idle, un nœud move et un nœud attack par exemple. Pour répliquer un petit peu ce qu'on avait fait avec l'énumération. Donc voilà, ça représente la même chose qu'avec notre enum. Chaque nœud représente un des états possibles de notre personnage. Ok. Maintenant, ce nœud, je vais lui donner class name. Et on va l'appeler state machine. Ok, donc notre script, il va avoir comme classe state machine, d'accord? Voilà, ça c'est le truc de base. Bon, maintenant, qu'est-ce que je veux? Je veux une variable qui définit l'état en cours. Donc, je vais l'appeler current state. Ça veut dire état en cours. Et ça va être un objet. On va lui donner nul. Alors, le type objet, c'est le type dont héritent tous les objets dans Godot. Donc du coup, quel que soit l'objet que vous faites, un nœud ou peu importe, une ressource ou quoi que ce soit, ça va hériter de objet. Donc en fait là, je lui donne le type objet parce que je veux pas que ça soit autre chose, je veux pas que ça soit un entier, je veux pas que ça soit un float, je veux pas que ça soit une string, mais par contre, je veux que ça soit un objet, et ça peut avoir plusieurs types et on reviendra là-dessus plus tard.
Donc je vais avoir un état en cours et je vais avoir aussi un état précédent. Et vous verrez que ça va être utile, donc on va l'appeler Previous State. .object égale nul. Donc là, jusqu'ici, ça doit vous paraître vachement abstrait, mais c'est normal, restez accrochés, ça va bien se passer. On va se mettre une catégorie logique, et là-dedans, on va se mettre une fonction qui va s'appeler setState. Et cette fonction, elle va prendre comme argument un état, donc on va juste lui donner state. Et je lui donne pas de type parce que, exceptionnellement, je vais me servir du typage dynamique. Donc c'est un truc que vous pouvez faire en GDScript. Dans certains langages, on peut pas, on est obligé de donner un type statique, c'est-à-dire on est obligé de donner toujours le même type à une fonction. Mais en GDScript, on peut lui donner le type qu'on veut. Si je précise pas le type, je peux lui donner différents types. Et en fait, ce qui va se passer ici, c'est qu'il y a deux types que je vais pouvoir accepter comme fonction. Et je vais vous montrer un petit peu après pourquoi. Mais en gros, soit on va accepter une string, soit on va accepter un état, un objet état. Et donc c'est pour ça que je ne mets pas de type à state. Peu importe, pour l'instant, on n'a pas à s'en préoccuper. Donc cette fonction va me permettre de changer mon état en cours, mon current state, en gros. Donc ce qu'on va faire en fait, c'est tout simplement current state égale state. Donc là, on lui dit, bah, le nouvel état en cours, ça va être current state. Un autre truc que je vais vouloir faire, c'est que, avant ça, je vais dire previous state égale current state. Parce que là, ce qui se passe, c'est que si je fais ça, je suis en train de lui dire, on va changer d'état. Donc je lui dis l'état en cours, l'état que tu avais avant qu'on change d'état, ça devient l'état précédent. Et le nouvel état devient l'état en cours. OK. Et enfin, on va se déclarer un signal qui va s'appeler state changed et qui va passer state. Il va passer l'état qui a changé. Et donc là, on va faire emit signal, state changed, et on va lui passer current state. Alors, qu'est-ce que ça fait tout ça? Et bah tout simplement, ma fonction, je vais pouvoir lui passer un état en lui disant, voilà, le nouvel état, ça va devenir ça. Du coup, lui, il va redéfinir quel est l'état en cours. Il va dire le nouvel état, c'est ça. Donc ça devient l'état en cours. Et du coup, il va garder aussi en mémoire quel est l'état qu'on avait juste avant, le previous state. Donc ça va nous être utile. Et en plus, ça va nous émettre un signal à chaque fois que l'état a changé. Et ça va nous envoyer l'état comme argument. Donc ça va vachement être utile. Ok. Nous, on a dit que nos états, ça allait être les nœuds qui sont enfants de notre state machine. Vous voyez, idle, move et attack. Et si j'ai pas précisé de type à l'argument state ici, c'est justement parce que je veux qu'on puisse appeler cette state avec soit le nom de l'état, qui va être une string, soit la référence de l'état, c'est-à-dire directement lui passer le nœud en fait. Donc en fait là, ce qu'on est en train de faire comme cas de figure, c'est si on lui a passé un nœud en entrée. Si on lui a donné, en gros c'est comme si j'avais eu node ici. Si je lui donne un nœud en entrée comme argument, il va faire ça. Mais par contre, il faut que je prenne en compte le cas où je lui donne une string. Et donc c'est ce qu'on va faire. On va faire if state is string. Donc si en fait la valeur qu'on me donne en entrée est une string, à ce moment-là, je vais faire state égale getNode hors nul. Alors getNode hors nul, c'est la même chose que getNode, sauf que getNode, s'il ne trouve pas le nœud, il vous renvoie une erreur. Le jeu s'interrompt, il vous renvoie une erreur. Mais par contre, si vous faites getNode hors nul, s'il ne trouve pas le nœud, il ne vous renvoie pas d'erreur, mais par contre, la fonction vous renvoie nul, vous renvoie du vide. Donc voilà, et là, ce qu'on va lui passer comme argument, plutôt que de lui passer le chemin, comme on faisait avant, pour passer le chemin, c'est par exemple si je veux récupérer le nœud attaque, là j'aurais fait getNode hors nul attaque. Mais là, ce qu'on veut, c'est passer le chemin qui correspond au nom du nœud qu'on a passé en entrée, donc ça va être ça. getNode hors nul state. Donc là, je suis en train de vérifier qu'on m'a donné une string ou pas en entrée. Si on m'a donné une string, je considère qu'on m'a donné le nom du nœud vers lequel on veut changer. Et dans ce cas-là, je récupère le nœud qui correspond. Par exemple, si en entrée, je dis setState attaque, là, si state égale à attaque, comme ça, là. Si state est égal à attaque, mettons, ça va m'envoyer vrai, puisque attaque est une string, ça va rentrer là-dedans, et ça va me dire, bah du coup l'état, ça va plus être une string, ça va être le nœud qui a comme nom attaque. Ça va chercher le nœud attaque, et ça va me dire, maintenant state, c'est le nœud attaque. Voilà, il y a deux cas de figure. Soit mon état c'est une string, soit mon état c'est un nœud, et dans ce cas-là, directement, on lui change son état. Bon, il y a quand même un truc que je veux vérifier, c'est que l'état que je récupère, c'est pas déjà l'état en cours. Parce que si c'est déjà l'état en cours, on n'a pas besoin de faire tout ça, et on n'a pas besoin d'émettre le signal state changed. Donc je vais quand même vérifier ça. Donc if state, donc l'état qu'on récupère en entrée égale current state. Si l'état dans lequel on essaye de mettre la state machine est déjà l'état sur lequel elle est, à ce moment-là, on fait rien du tout, on s'en fiche. Ok, donc ça c'est vraiment la base de l'implémentation, de cette implémentation-là, c'est ça.
c'est juste maintenant, plutôt que d'avoir une enum, on a des nœuds à la place. Mais ça marche pareil. C'est-à-dire que je peux lui dire set state idle en lui passant le nom idle, et il va me mettre dans l'état idle. Mais voilà, ça n'a aucun effet pour l'instant. Les états n'ont aucun effet eux-mêmes. C'est exactement comme si j'avais une enum ici. Et donc on va remplacer l'enum par la nouvelle implémentation qu'on a. Donc on va virer ça. On va virer le state aussi. Et à la place, on va faire onReadyVar state machine égale getNode state machine. Voilà. Donc là, on a récupéré notre state machine. Et notre state machine, elle nous permet de savoir quand un état a changé. Donc on n'a plus besoin du signal state changed, ni de setState et getState. Tout ça, on va pouvoir virer. Voilà. Par contre, on a besoin de connecter non plus state change directement ici, mais dans la state machine. State machine .connect state changed. Donc là, on est en train de dire, je connecte le nœud state machine, je lui connecte son signal state changed, parce que je veux que le nœud state machine me notifie quand son état a changé. D'accord? Ok. Et on state changed, vous vous souvenez, le signal state changed, il m'envoie l'état en cours, donc le nouvel état, quoi. Et donc là, on state changed, on va avoir new state qui va être un objet. Voilà. Bon, pour l'instant, on s'en sert pas, mais voilà, c'est juste pour mettre tout ça à jour. D'accord? Bon, très bien. Maintenant, on a quand même des erreurs, parce que on a notamment... Ça, j'ai oublié d'enlever, pardon. Donc là, il va nous dire « The identifier state isn't declared in the current scope ». Donc là, il va nous dire ouais, mais je connais pas la valeur state. Donc il va nous falloir un moyen de récupérer quel est l'état en cours. Et ça, on peut le faire très simplement. En fait, il nous faut juste un getter. Alors plutôt que de faire get current state, parce que ça va être vachement long à écrire et comme on va s'en servir beaucoup, je vais juste faire get state. Et alors attention, il va y avoir deux choses. Il va y avoir get state qui va nous renvoyer l'objet. Ça va nous renvoyer le nœud en fait. D'ailleurs, je pourrais mettre nœud à la place d'objet, ça serait peut-être mieux. On va mettre nœud puisque c'est des nœuds. Voilà, on va mettre nœud. Donc on va avoir getState qui va nous renvoyer l'état en cours. Ça va juste faire return current state. Voilà. Et on va avoir aussi func getStateName qui va nous renvoyer une string qui va juste faire return current state.name. D'accord? Donc on peut, avec ces deux fonctions, on peut soit récupérer le nœud. Donc la référence du nœud, en fait, on va juste soit récupérer le nœud idle, comme on aurait fait si on avait fait getNode idle, en fait, soit récupérer son nom, c'est-à-dire qu'il va nous renvoyer une chaîne de caractères qui contient idle. Donc tout ça, c'est plutôt des assesseurs. Hein. On va mettre assessors. Et si vous voulez, on peut faire setGet, setState, getState. Comme ça, si on essaye de récupérer current state ou si on essaye de muter current state depuis l'extérieur, ça nous appellera l'assesseur. Ça nous appellera setState ou getState. On peut aussi faire getPreviewState qui nous renverrait un nœud. Faire return previewState. Bon là c'est pareil, on va mettre le setter, setGet. Alors on peut ne pas déclarer de setter si on veut, on peut mettre qu'un getter et à ce moment-là tu fais juste virgule et après tu mets le getter. Donc là je vais faire un getPreviewState. PreviewState, voilà. Parce que je veux pas donner de setter à previewState parce que le seul moment où on le mute, c'est ici, et je veux pas qu'on puisse le muter ailleurs. Donc ok, donc on va retourner dans Actor, et on va continuer à modifier nos scripts pour qu'ils fonctionnent avec cette nouvelle implémentation. Et après, vous allez voir un petit peu quels sont les avantages de cette implémentation au fur et à mesure. Donc là, je vais lui demander statemachine.getStateName, du coup. Je vais récupérer le nom de l'état en cours, et ici, du coup, je vais plus checker state.idle, parce qu'on n'a plus d'enum qui s'appelle state, mais je vais lui demander, est-ce que ton état, il s'appelle idle, ou est-ce que ton état, il s'appelle move? Ou est-ce que ton état s'appelle attaque? Mais vous voyez, là, ça sert à rien ce qu'on est en train de faire, en fait, quand on y réfléchit. Parce que là, on est en train de lui dire, si ton état, il s'appelle idle, alors state name, c'est idle. Si ton état, il s'appelle move, alors state name, c'est move. Alors, si ton état, il s'appelle attaque, alors state name, c'est attaque. Donc ça sert à rien, en fait, ce qu'on est en train de faire. On peut juste directement faire ça. State name égale ça. Enlever tout ça. Et voilà. Donc déjà, c'est une première simplification qui est quand même assez efficace. C'est que vu que maintenant on utilise des nœuds, les nœuds ils ont des noms, et donc du coup on peut se référer directement à leur nom, on n'a plus besoin de passer par un match case ici. Voilà, première petite amélioration, mais vous allez voir que c'est pas la plus importante. Donc ici, on va continuer à corriger les erreurs que nous renvoie l'interpréteur. Donc là, vous voyez, il y a une erreur écrite en rouge. Si vous cliquez dessus, il va vous amener à la ligne où l'erreur a lieu. Donc là, je vais cliquer là-dessus, et ça va nous amener là.
Et il me dit, il y a une erreur, cette state n'existe pas. Il n'y a pas de set state et state.idle, c'est pas possible d'y accéder. Donc ce que je vais faire, c'est state machine.setState. Et du coup, vous vous souvenez maintenant, on peut appeler cette state avec une chaîne de caractères. On peut lui dire set state idle. Et donc là, ça va marcher parce que là, quand je vais appeler set state avec idle, il va rentrer là-dedans. Il va voir que state est une chaîne de caractères. Il va chercher le nœud qui correspond. Donc le nœud idle ici. Donc state, ça va contenir le nœud idle. Et ensuite, une fois qu'il a récupéré que c'était idle, il va changer l'état en cours. Il va changer l'état précédent, l'état en cours, et ensuite il va me mettre le signal comme quoi l'état a changé. Et donc je continue, je vérifie qu'il n'y a pas d'autres endroits où on modifie l'état, mais ça a l'air d'être bon. Donc là, si je lance le jeu, qu'est-ce qui se passe? Paf, il me renvoie une erreur, et là on se retrouve dans le script de character, et vous voyez, c'est qu'on n'a pas mis à jour cette fonction-là dans character, parce que onStateChanged, maintenant ça attend un argument qui est l'état en cours, donc newState on va dire. newState qui va être un nœud. Oui, je lui ai déjà déclaré un objet, on va dire object, ça il sera content. En fait, on veut savoir si l'état en cours c'est attaque. Donc on va lui dire if newState.name égale attaque, paf. À ce moment-là, on va essayer d'interagir et on va changer l'état à idle. Et maintenant, pour changer l'état, on fait plus ça, on fait state machine .setState et là on lui donne idle. Et là, onStateChanged, il faut bien penser à lui passer l'argument newState. Donc ça sert, je vous le rappelle, à appeler la fonction onStateChanged du parent, donc de actor en fait. Donc ça va appeler la fonction de actor. Si je contrôle-clique dessus, j'arrive dessus. Et donc ça va appeler cette fonction-là. Ok. Donc ensuite, je continue à cliquer sur les erreurs. Donc là, je vais cliquer là. Et là, il me dit state n'existe pas dans le current scope. Et c'est très juste. Donc là, il y a encore des trucs qui vont pas. Donc là, il faut que je fasse pareil. State machine.setState et que là je lui passe une string, donc je vais lui passer attaque. Et là on lui demande est-ce que l'état en cours c'est attaque. Donc pour savoir ça, on fait state machine.getStateName parce qu'on veut récupérer le nom de l'état en cours. Et on va lui demander si l'état en cours c'est attaque, donc on va lui demander attaque. Voilà. Et dans ce cas-là, il y a deux cas de figure. Soit moving direction est égal à 0, et à ce moment-là, on veut se mettre sur idle. Donc on va copier ça et on va remplacer attaque par idle. Soit ici, on va se mettre dans l'état move. Donc on va faire ça et on va se mettre dans l'état move. Voilà, normalement, on a tout corrigé. Donc on relance. Et là, il me dit invalid get index name on base nil. Alors oui, c'est que là, en fait, vous voyez, si vous regardez la pile des appels, donc la pile des appels, c'est en bas à gauche. En fait, vous pouvez voir, grâce à la pile des appels, qui a appelé cette fonction-là. Vous voyez, il me dit il y a une erreur à cette fonction-là. Et si vous remontez, vous pouvez voir quelle fonction l'a appelée. Donc là, je remonte et je vois que c'est ici, dans la fonction input, il essaye d'accéder à getStateName. Et là, getStateName, il me dit getIndexName on base nil. Donc ça veut dire qu'en fait, currentState est égal à nul actuellement. Et donc il essaye d'accéder à la propriété name dans une variable qui est nulle. Donc on peut pas faire ça. Donc il faut qu'on lui précise à getStateName. On va faire if currentState égale nul. On va retourner une string vide. Et dans le cas contraire, on va retourner currentState.name. Voilà. Ok. Donc on continue, on lance. Et là, ça marche. Donc vous voyez, on a le même comportement qu'avant. Mais maintenant, nos états, ils sont gérés dans des nœuds. Alors, vous pouvez vous dire, tout ce bordel, pour juste avoir enlevé un match case, ça vaut pas le coup. Alors, si ce n'était que ça, je vous dirais oui. Vous avez raison. Mais ça va nous donner pas mal d'autres avantages, en fait, de faire ça, et je vais vous montrer tout de suite pourquoi. En fait, l'avantage premier, c'est qu'on va pouvoir maintenant déclarer une nouvelle classe qui va s'appeler State, qu'on va pouvoir mettre dans notre dossier State Machine. Donc en bas à gauche, je vais aller chercher dans State Machine, je vais faire un nouveau script que je vais appeler State. Juste State, qui va hériter de nœud. Très bien, voilà, je vais faire créer. Et donc, cette classe State, on va lui donner la classe nameState. Et en fait, qu'est-ce qu'il va faire cet état ? En fait, cet état, il va avoir trois fonctions. Il va avoir enterState, qui va prendre aucun argument et qui va renvoyer void. Il va avoir exitState, qui ne prend aucun argument et qui renvoie void. Et il va avoir update. Update, mettre à jour, qui va prendre juste l'argument delta, qui va renvoyer void et qui ne va rien faire pour le moment. Ok, alors pourquoi je fais ça ? Ce que je suis en train de faire, c'est ce qu'on appelle une classe abstraite. C'est-à-dire que c'est une classe qui ne fait rien en elle-même, mais dont d'autres classes vont pouvoir hériter. Et toutes les autres classes qui vont hériter de cette classe-là, vu qu'elles héritent de cette classe abstraite, je saurai qu'elles auront ces trois méthodes-là. Donc du coup, si je change
le comportement qu'auront ces méthodes-là, quelle que soit la classe state, je saurai qu'elles ont au moins ces 3 méthodes. Et au pire, elles font rien. Au mieux, il y a de la logique dedans. Donc ça s'appelle une classe abstraite. Donc là, en fait, notre classe state, pour l'instant, elle ne fait rien. Mais vous allez voir qu'en héritant de state, on va pouvoir faire des choses intéressantes. Et pourquoi il y a ces 3 fonctions, donc interstate, exit state et update. Alors les plus simples à comprendre, c'est interstate et exit state. Donc en fait, tout simplement, quand on va rentrer dans un nouvel état, on va faire current state.interstate. Et alors du coup, qu'est-ce que ça me permet de faire? Ça me permet de dire, à chaque fois que je rentre dans un nouvel état, je vais appeler sa fonction interstate. Et du coup, moi, quand je vais coder l'état move d'un personnage, par exemple, si j'ai envie de lui donner du comportement spécifique à quand il bouge, ce personnage, quand il rentre dans cet état-là, je vais pouvoir lui dire fais telle chose au moment où tu rentres dans cet état. Et à l'inverse, on va pouvoir aussi faire current state.exit state. Et il faut faire attention parce qu'il se peut que le current state soit égal à nul, donc on va faire if current state est différent de nul, exit state. D'accord, alors qu'est-ce que je suis en train de faire là? Qu'est-ce que c'est que cette affaire? En fait, je suis juste en train de lui dire, je notifie l'état en cours qu'on va changer d'état. Et donc du coup, si je veux, je peux mettre de la logique dans mon état, dans la fonction exit state, pour exécuter du code à un moment précis de l'exécution, c'est-à-dire quand on sort de l'état. Donc là, l'intérêt de la fonction exit state, ça va être de dire, je veux mettre telle logique quand on sort de cet état. Et l'intérêt de la fonction interstate, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on veut exécuter telle logique quand on rentre dans tel état. Et ça va être méga puissant. Ok, donc ça c'était pour la fonction interstate et la fonction exit state. Maintenant, la fonction update, alors pourquoi j'ai mis une fonction update? En fait, c'est tout simplement parce que, et là je vais mettre la catégorie built-in, en fait, la fonction update, ça va être l'équivalent de notre physicsProcess un petit peu. Et d'ailleurs, on va déclarer physicsProcess ici. Et là, on va appeler current state.update. Et on va lui passer delta. On va le faire seulement si current state est différent de nul. Donc if current state est différent de nul, à ce moment-là, tu vas update et tu vas lui passer delta. Et alors, qu'est-ce que c'est que ça? En fait, je suis juste en train de dire, si je veux mettre de la logique, de la physique par exemple, dans un état, si par exemple je veux mettre la logique de déplacement de mon personnage, je veux le mettre dans l'état move plutôt que de le mettre dans mon personnage directement. Je veux le mettre dans l'état move parce que comme ça je vais pouvoir réutiliser mon état move dans différents objets, par exemple. Si je fais ça, le fait de mettre cette logique dans update plutôt que dans physicsProcess va faire que cette fonction update va être appelée que si c'est l'état en cours. C'est-à-dire que cette fonction ne va s'exécuter que si votre état move, c'est l'état en cours. Donc en fait, là, le update, il sert à ça. Il sert à dire, je veux mettre de la logique de physique, ou du moins de la logique en temps réel. Je veux me la mettre dans cet état, et seulement si cet état est l'état en cours. Donc voilà, c'est à ça que sert update. Et donc si on revient dans notre état, voilà, là on a les fonctions de base, donc interstate, exit state et update. Et je vais vous montrer un petit peu après en pratique comment on fait. Donc si on revient dans notre personnage, dans l'acteur, dans le script acteur, donc je vais CTRL-clic sur acteur pour y aller. Et vous vous souvenez que quand on était dans physicsProcess, là on fait move and slide, moving direction fois speed. D'accord? Mais en fait je suis en train de me dire, ça j'aimerais bien le mettre que si on est dans l'état move, que si on est en train de bouger en fait. Donc je ne veux faire un move and slide que si on est en train de bouger, d'accord? Donc ce que je pourrais faire, c'est m'attacher un script à mon état move, le faire hériter de state. Ce script, ça va être un état. Je vais l'appeler actor move state, d'accord? Actor move state. Je vais me le mettre dans actor, et là je vais me mettre un dossier state. Paf. Dans ce dossier state, je vais mettre actor move state, d'accord? Et donc là, comme c'est un state, il va avoir les fonctions interstate, il va avoir les fonctions exit state, et il va avoir la fonction update. D'ailleurs, update, on va mettre un underscore à delta pour pas qu'il nous renvoie de warning. D'accord. Et donc du coup, je vais pouvoir faire des choses quand il rentre dans l'état move, qu'il en sort, ou alors dans le physicsProcess de l'état move. Alors pas dans le physicsProcess, dans le update, c'est-à-dire seulement quand on est dans cet état. Et c'est ça que je veux faire, donc je vais faire func update. Donc ça prend l'argument delta, on n'oublie pas. Et là, en fait, je veux faire ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que je veux déplacer mon personnage seulement quand il est dans cet état. Donc en fait, là, ce que j'ai dans le personnage, dans l'acteur, là, le physicsProcess move and slide, moving direction fois speed, et ben je peux le faire dans l'état move. Et donc ça va déterminer la façon dont bouge mon personnage. Donc là dans mon état move, je vais mettre ça. Donc là on va mettre owner. Je rappelle pour ceux qui n'auraient pas vu, mais j'en ai parlé un petit peu dans un tuto précédent. Owner, ça se réfère à la racine de la scène en cours. Donc là, notre script move est dans la scène character. Donc owner va se référer au nœud character.
Donc là, on est en train de dire notre personnage, je veux qu'il se déplace. Et on veut qu'il se déplace dans la direction dans laquelle il est en train de bouger, fois sa speed. Donc il faut bien qu'on fasse owner fois speed. Parce que moving direction et speed sont des propriétés du personnage. Donc là, le déplacement de mon personnage, je peux retirer la fonction physicsProcess. Maintenant, je l'ai mis dans l'état move. Alors par contre, attention, parce que maintenant qu'on a mis dans la state machine l'appel à la fonction enterState et exitState, il faut que tous les nœuds qui sont enfants de state machine, donc tous les nœuds qui sont en dessous dans la hiérarchie que state machine, soient des states. Donc soit on leur met un comportement, comme j'ai fait avec le move state, actor move state. D'ailleurs, je suis en train de voir, mais on peut lui donner un nom, lui. Class name actor move state. Mais il faut au moins qu'ils aient le script state.gd. Donc les autres, on va leur donner le script state.gd. Voilà. S'ils ont ce script-là, ils font juste rien. Mais au moins, ça appelle leur fonction enterState et il se passe rien. Si vous faites pas ça, ça va vous renvoyer des erreurs, en fait, parce que le nœud, il n'aura pas la fonction enterState, il n'aura pas la fonction exitState, il n'aura pas la fonction update. Donc quand il va essayer d'appeler ces fonctions, il va vous renvoyer une erreur. Donc tous vos nœuds là qui sont en dessous de la state machine, il faut au moins que ça soit des états. Et si vous voulez leur rajouter du comportement en plus, vous faites un script qui hérite d'état, qui hérite de state. Et là, vous pouvez mettre la logique que vous voulez. Ok, donc voyons si ça marche. Hop, donc je peux toujours me déplacer, pas de problème. Ok, donc l'avantage d'avoir fait ça, ça fait que maintenant, comme on a mis la logique du mouvement dans le update, si on attaque, vous voyez, on se déplace plus. Donc, le fait d'attaquer nous arrête net, en fait. On peut plus se déplacer. Donc ça, c'est une première petite amélioration. Et en plus, ça va rendre le code un peu plus découplé. Donc voilà, maintenant, il y a un avantage énorme à avoir fait ça. C'est que maintenant, vous vous souvenez, à chaque fois qu'on faisait une state machine dans tous nos nœuds, dans le chest, par exemple, vous voyez, on a codé une state machine, mais pour pas grand-chose, quoi. Parce qu'en vrai, on n'avait pas besoin de faire var state égale idle, machin truc, tout ça, là. On n'avait pas besoin de le recoder. On n'a pas besoin de le recoder à chaque fois, en fait, ça sert à rien. En fait, le désavantage que l'implémentation avec une enum c'est que du coup on peut pas réutiliser les mécaniques de la state machine, on est obligé de les recoder. À chaque fois qu'on veut faire un élément qui a une state machine, on est obligé de la recoder. Et ça c'est un peu embêtant. Et donc ce qu'on peut faire pour remplacer ça, c'est tout simplement, on s'ajoute un nœud enfant, là on cherche state machine, et comme on lui a déclaré une state name, vous allez la voir quand vous allez créer un nouveau nœud, vous voyez state machine, là le script qu'on a écrit tout à l'heure, il va apparaître dans votre arborescence, donc vous pouvez faire créer, et puis paf, il vous instancie un nœud avec le script state machine dedans. Donc ça c'est super, et donc je vais pouvoir m'instancier un nœud state, hop, que je vais mettre en fond de state machine, et là je vais faire la même chose que ce que j'ai fait pour le chest. Donc, je vais avoir idle, je vais le dupliquer 2 fois, dupliquer, et là je vais avoir open et opened. Et donc du coup on n'a plus besoin de tout ça, on n'a plus besoin de l'enum, mais on n'a plus besoin du state égale idle. On peut juste faire onReady var state machine égale $state machine et lui dire state machine.get state name égale idle. Et là on va lui changer son état, donc on va faire state machine.setState open. Et on va jouer l'animation open. Et là la même chose, il veut qu'on nous change l'état dans opened. Donc on va faire ça, setState opened. On a besoin de moins de code parce qu'on réutilise le code de la state machine à chaque fois. On réutilise le même code en fait plus de fois. Et ça, le fait de faire ça, d'utiliser des nœuds et de réutiliser le code comme ça, on appelle ça utiliser de la composition. En fait, il y a 2 façons de réutiliser du code. Il y a l'héritage, donc ce dont on a parlé dans la dernière vidéo, c'est-à-dire que plusieurs objets peuvent hériter d'un même objet. Et du coup, ils vont partager de la logique avec leurs parents, de la logique ou des variables avec leurs parents. Donc ça, c'est la première manière, c'est l'héritage. Mais la deuxième manière de partager du code, c'est la composition. Et là où la composition, c'est encore plus fort que l'héritage, c'est que le problème de l'héritage, c'est que vous êtes obligé que tous vos enfants aient le même type, en fait. Par exemple, tout simplement, on a notre script character qui hérite de actor. Et on a notre script enemy qui hérite de actor. Mais le problème, c'est que vous voyez, il y a tout un tas de logique qui est là-dedans que je peux utiliser que si j'ai un nœud kinematic body 2D. Or, il se peut que dans certains cas, j'ai envie de réutiliser de la logique dans différents types de nœuds en fait. Il se peut que j'ai envie de réutiliser cette logique, non pas dans un kinematic body 2D par exemple, mais dans un static body 2D, pourquoi pas. Ou même dans complètement autre chose, genre j'ai envie de réutiliser un bout de logique dans une interface utilisateur. C'est complètement un autre nœud. Et du coup, le problème, c'est que l'héritage, il vous permet pas de faire ça, en fait. L'héritage,
ce qu'il fait, c'est qu'il partage le type, alors que la composition vous permet de le faire. Donc voilà, je passe très vite sur ce qu'est la composition pour l'instant, mais on va en reparler beaucoup plus au fur et à mesure, parce qu'en fait, la composition, c'est extrêmement puissant, et c'est même bien plus puissant que l'héritage, en fait. Donc voilà, j'ai fait le changement pour le coffre, et on peut vérifier que ça fonctionne, et on peut vérifier que ça marche en ouvrant le coffre, et là, ça marche pas. Et alors, pourquoi? C'est tout simplement parce que, regardez, là, on fait... Dans le code, on fait if stateMachine.getStateName égale idle. Et en fait, là, il appelle jamais ce truc-là. On peut vérifier, on met un breakpoint ici. On essaye de l'appeler, il l'appelle pas. Par contre, est-ce qu'il appelle la fonction interact? On se met un breakpoint juste avant sur le if. Et là, il déclenche le breakpoint. Il m'appelle bien la fonction interact. Donc, ça veut dire qu'en fait, il vérifie jamais cette valeur-là. Et en fait, pour quelle raison il vérifie jamais cette valeur-là? C'est parce qu'en fait, là, il n'a pas de valeur par défaut. Notre current state, il est à nul. Par défaut, il est à nul. Donc en fait, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on lui dise, par défaut, l'état en cours, c'est le premier. Donc c'est ça qu'on va faire, func ready. Et on va lui dire set state. Et là, on va lui donner le premier état. On va faire getChild 0. Donc en fait, getChild 0, ça fait quoi? Ça prend juste le premier nœud enfant de mon nœud en cours. Donc là, je suis dans le nœud state machine. Donc je vais prendre le premier nœud. Donc ça va être idle ici. Et ça va lui dire, mets l'état à ton premier nœud. Donc là, mets l'état à idle en fait. Mais si j'avais un autre nœud, par exemple, si j'inverse idle et open, si je mets open au-dessus, mon premier nœud, ça sera open, donc mon état par défaut, ça sera open. Donc comme ça vous permet un petit peu de moduler quel est l'état par défaut en le mettant en haut de la liste en fait. Donc là, normalement, mon coffre devrait fonctionner parce que son état par défaut, ça va être idle. Alors là, il me dit non-existent function in base node skeleton state machine idle. Ah oui, alors là, il est en train de me dire dans le squelette, j'ai pas de fonction enter state parce que si, en fait, c'est une erreur de ma part, my bad. En fait, j'ai rajouté des scripts dans la scène character, mais je ne l'ai pas fait dans la scène actor, ce qui est une erreur de ma part. Donc en fait, j'aurais pas dû le faire dans la scène character, j'aurais dû le faire dans la scène actor. Donc en fait, on va aller ajouter le script state aux différents états de mon acteur. Donc là, je vais juste lui mettre des state, attaque, et on va mettre actor move state, bien sûr, à move. Voilà. Comme ça, le squelette aussi aura ces scripts-là d'attacher. Et voilà, là, si on lance le jeu, ça fonctionne. J'essaye d'appeler ça, tout marche bien. Voilà. Donc voilà, j'ai fait avec vous le changement sur le chest, mais je vous invite pour l'exercice à le faire sur la pièce aussi, parce qu'on n'a pas changé la pièce actuellement. On lui a laissé sa vieille implémentation. Si on va dans la scène pièce, coin, enlever l'enum et utiliser une state machine à la place. Et du coup, vous allez voir qu'il y a tout un tas de logiques que vous allez pouvoir mettre dans les états, par exemple la logique du spawn là, avec tout ce qui est la direction, etc. Vous allez pouvoir la mettre dans le script spawn. Je vous invite à le faire de votre côté sans regarder. Je vous mets quand même le lien du repository GitHub, donc au bon commit. Si vous cliquez sur ce lien là, vous allez être amené à l'endroit où il y a le code de la pièce que j'aurais fait de mon côté moi. Mais je vous invite à le faire de votre côté sans regarder et à voir un petit peu ce que vous avez fait vous de votre côté et comparer les deux, voir comment ça marche, parce qu'il faut essayer de tester des choses par vous-même. Donc essayez de le faire de votre côté. Voilà, c'est tout pour cette fois, j'espère que ça vous aura plu. Alors on n'a pas encore vraiment attaqué le comportement du squelette, et je m'en excuse, mais ça faisait une vidéo un peu trop longue si on faisait les deux d'un coup. Mais on a vu l'implémentation de la state machine, qui est une implémentation beaucoup plus avancée, qui va vous permettre de faire beaucoup plus de choses. Et encore, on va pouvoir la pousser encore plus loin, mais on la poussera au fur et à mesure un peu plus loin. Pour faire encore plus de choses en fait avec cette implémentation qui est très très puissante, hein. Et en fait le fait d'avoir implémenté les choses comme ça vont nous permettre de découper un peu le comportement du squelette et de les mettre dans des états, et du coup ça va déjà simplifier énormément le script de skeleton.gd, parce que le script va être découpé dans ces différents états. Dans tel état il fait ça, dans tel état il fait ça, dans tel état il fait ça. Mais en plus les différents états, donc la façon dont par exemple dont le squelette vous pourchasse, vous pouvez vouloir le réutiliser dans d'autres ennemis, et pour ça vous allez pouvoir simplement réutiliser le même état, le même script de votre état, vous allez le mettre dans un autre ennemi, ça va fonctionner. Donc voilà, en plus de découper un peu le code en différentes sections, donc dans différents états, ça va vous permettre de réutiliser certaines parties du code en utilisant ce qu'on appelle la composition, ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire de réutiliser des morceaux de code grâce à ce que nous propose Godot, en fait, c'est-à-dire son architecture sous forme de nœuds et de scènes. En fait, c'est à ça que ça sert, c'est pour ça que Godot a été conçu, c'est pour utiliser plus de composition et moins d'héritage, parce que la composition, c'est bien. N'hésitez pas à poster des questions sur le Discord, je vous mets le lien dans la description,
ou dans les commentaires, bien sûr, je vous répondrai. En tout cas, si ça vous a plu, lâchez un petit like, ça fait plaisir. Vous pouvez partager la vidéo, tout ça, commenter. Comme d'habitude, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux qui sont ici. Donc il y a Twitter, il y a Instagram. Je fais des lives sur Twitch toutes les après-midi de semaine à partir de 14h. On fait du game dev, on fait du pixel art. Comme d'hab, les assets qui sont utilisés dans la série de vidéos, ils sont dans l'asset pack que vous pouvez retrouver dans la description. Vous pouvez aussi faire un don sur le Ko-fi qui me permet à moi de me rémunérer et qui vous permet à vous, si vous faites un don mensuel, d'accéder aux vidéos quelques jours à l'avance. Et sur ce, je crois que je vous ai tout dit. Je vous laisse, je vous fais plein de poutous et je vous souhaite du bon game dev. Salut!